prendre la décision de maintenir les 8e rencontres Francopsie à Tunis représente pour nous un acte digne, un acte de courage, de soutien et d'amitié qui nous touche et nous conforte dans notre droit de défendre la vie, de défendre la beauté, parce que ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. C'est notre devoir. Et ce devoir, nous l'assumons, et nous l'assumons d'autant plus naturellement et d'autant plus sereinement que nous ne sommes pas seuls. Votre présence nous le signifie et nous conforte dans cette conviction que c'est l'intelligence qui est la meilleure réponse à la laideur. C'est la générosité de l'esprit et du cœur, puisque j'appelle l'intelligence, et qui est la réponse la meilleure à toutes les formes d'inachèvement, à toutes les gesticulations du désespoir. Merci du fond du cœur, également pour le choix du sujet. Anthropologie et psychiatrie contemporaine. Manifestement, cette jonction, juxtaposition de deux pratiques et de deux champs redonne au geste du questionnement toute sa dignité et toute sa valeur fondatrice. Mais questionnement, je dirais, au sens, oui, pourquoi pas, heideggerien, la question étant une recherche qui s'efforce, serait le conditionnel et de moi, de connaître les temps selon son existence et son essence. Votre rencontre annonce une nouvelle herméneutique, peut-être une autre manière de poser les questions au monde pour rendre possible la construction, moi je dirais non pas une essence, j'emploierais un autre terme heideggerien, construire un sens, au sens de direction, au sens de devenir. Merci à tous, merci pour cette promesse d'intelligence et pour cette réhabilitation du geste de celui qui pose la question dans la perplexité peut-être, mais également dans l'attente d'une réponse partagée. Merci à tous. Je passe la parole à Si Hassan El-Ati, président de l'association. Président du comité d'organisation. Bon, chers amis tunisiennes et tunisiens, je vous demande de me permettre de souhaiter la bienvenue à tous nos amis qui sont venus de la France, du Maroc, de l'Italie, de l'Espagne, du Sénégal, du Liban, du Canada. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir en Tunisie. Je voudrais aussi remercier M. Kemaleddine Gaha, directeur de la Bibliothèque nationale, pour avoir accepté de nous ouvrir les portes de ce lieu symbolique, temple du savoir et de la culture en Tunisie. Et enfin, mes remerciements à tous les membres du comité d'organisation, du comité scientifique, du bureau exécutif de la paix, du bureau exécutif et du comité international d'Al-Fabsi et tous ceux et celles qui ont contribué de loin ou de près à l'organisation de ces journées. En effet, il n'y a même pas 4 mois,
la tenue de ces journées en Tunisie n'était même pas décidée, et c'est grâce aux efforts de tous qu'on a pu organiser ces journées aujourd'hui et avoir un programme aussi riche avec d'éminents intervenants, conférenciers connus et reconnus, que nous tenons à leur présenter notre gratitude et notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir tenu à être parmi nous en Tunisie, à nous soutenir et être solidaires à la Tunisie en pleine mutation socio-culturelle et politique. Et ce, malgré les douloureux événements terroristes et barbares qui ont eu lieu le mois dernier au musée de Bardo. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Sofiane, tout en vous souhaitant tous un bon séjour en Tunisie, pays du jasmin, et un bon congrès. Merci. Juste, je veux souhaiter un joyeux et bon anniversaire à M. Gilles Bibo. Mes chers amis, il paraît que la grande question philosophique du XVIIIe siècle fut pour l'homme: qui suis-je? 3 siècles plus tard, et plusieurs tentatives de réponse, la question actuelle et lancinante est devenue, pour l'homme, que vais-je devenir? Ce devenir, d'où émerge le devin et le divin, l'avenir et l'advenir, ce bond immense dans le monde, dans un monde dont on veut cerner la forme et qui perpétuellement nous échappe. De bond perpétuel en avant, ce bond perpétuel en avant caractérise l'homme d'aujourd'hui, où le présent n'a de sens que s'il conjugue au bonheur le futur toujours désiré. Le manque. Le manque du présent est, à mon sens, une des raisons qui rendent fou. L'instantanéité, néologisme que j'emploie pour caractériser le monde d'aujourd'hui, est la marque que quelque chose a changé en l'homme, y compris dans le lent processus qui n'a jamais cessé de son évolution biologique, psychologique et mentale. Instantanéité du plaisir. Je veux tout et tout de suite. Je ne peux pas attendre. Du désir. Instantanéité de l'information. On sait tout. Tel séisme, tel endroit, tel crime, telle chose, tel événement. Informations même les plus personnelles, les plus... Il faut qu'on sache tout. Instantanéité du savoir avec Internet, vous voulez ça? Tout de suite, on a ce besoin où la quête, le temps de chercher devient insupportable. Instantanéité des transactions économiques. Ce n'est plus, même plus des traders dans les bourses qui vendent et échangent les actions, c'est devenu des robots. Et des robots qui fonctionnent à la milliseconde. Et où le centième du centième de milliseconde peut vous faire gagner de l'argent ou vous mettre en faillite. À Paris, on a changé les antennes qui transmettent l'information entre Paris et Londres pour les mettre à Dunkerque, pour gagner quelques fractions de millisecondes qui font tout le sens de l'échange. C'est des robots qui gèrent maintenant l'économie du monde. Instantanéité de la guérison. Maintenant, on veut guérir tout de suite. On n'a plus le temps de rester déprimé, de rester psychotique, de rester anxieux. Il faut qu'on guérisse tout et tout de suite. Il faut qu'il y ait la pilule de l'instant, du moment, de la seconde. On n'a plus le temps même de réfléchir sur le sens de la souffrance. Instantanéité de l'absence.
On ne peut plus supporter d'être loin de ce qu'on aime. Skype, très, je ne sais plus, on voit, on regarde, on est en contact permanent. Instantanéité du plaisir de l'absence de la douleur. On ne peut plus supporter la douleur. Ça devient quelque chose d'insupportable que de souffrir. Qu'est-ce souffrir? Peut-on continuer à souffrir? On ne peut plus souffrir. On n'a plus le droit de souffrir. On est dans cette instantanéité du rapport et du contact à l'autre. On est tout le temps en contact les uns avec les autres, avec Facebook, avec les mails, l'Internet, tout ça. Instantanéité qui réduit le temps et parallèlement réduit l'espace. La Terre est en train de se fermer sur nous. Albert Einstein, physicien mais aussi philosophe, a bien prévu tout cela, il y a bien longtemps de cela, en liant de manière indissoluble le temps et l'espace. L'un crée l'autre et inversement. Il ne peut pas y avoir de temps sans espace et d'espace sans temps. Higgs a bien expliqué que ce sont les décélérations des particules élémentaires dans l'espace-temps que provoque son fameux boson, le boson de Higgs, qui donne la masse à la matière et le poids à toute chose, c'est-à-dire qui fait ce que nous sommes, fait de matière, fait de vie, fait d'échange. Et sans cela, on n'est rien. Alors, mes chers amis, dans ce colloque, on va sortir de ces contraintes que nous impose l'instantanéité. On va prendre le temps. On va prendre le temps de réfléchir. On va prendre le temps de discuter. On va prendre le temps de penser. On va prendre le temps de réfléchir à des questions tout aussi essentielles que sont la clinique psychiatrique et son rapport à l'homme. L'homme dans la clinique et la clinique à travers l'homme. Aussi le programme que le bureau ou le comité directeur des Francopsies a préparé nous prépare-t-il justement à répondre à cette question qui nous a tout le temps taraudé et qui nous a tout le temps poursuivi. Que faisons-nous sur ce monde? Que faisons-nous avec ce que nous savons sur ce monde? Et qu'allons-nous faire de ce que nous savons? Je vous souhaite un bon congrès et je me joins à Hassan, à Sikamel Gaha et à tous les autres pour remercier tous ceux qui sont venus d'Europe, qui sont venus d'Amérique, qui sont venus d'Afrique pour se joindre à nous. Je remercie nos amis tunisiens qui sont venus parmi nous. Je remercie les jeunes psychiatres. Je remercie les universitaires que je vois en nombre et qui sont là. Bref, la liste est très longue, je ne vais pas vous ennuyer. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Youssef Sadiq qui va nous parler donc de ça. Hein? Ah, et Paul Lacasse, et comment pourrons-nous oublier et Hachem Thial, d'accord. Donc, merci. On ne peut pas oublier, effectivement. C'était pour mieux signifier la nécessité et l'importance de faire parler donc Alpha Psy. Donc je prends la parole pour dire deux mots sur Alpha Psy. Alpha Psy qui est né en 2003, il y a 12 ans maintenant, qui est né, c'est une belle expérience, c'est une belle aventure, qui est né à partir justement du constat de la nécessité d'utiliser cette parole qui fait lien, d'utiliser la langue française qui nous unit et qui nous réunit comme aujourd'hui, comme d'autres fois, qui nous réunit pour pouvoir partager, être dans le partage, être dans l'échange et faire avancer justement un certain nombre de points de vue, faire avancer la réflexion, toujours dans l'échange, dans le débat et dans l'acceptation de l'autre, dans l'écoute du discours de l'autre et en faire quelque chose qui nous permet de voir peut-être les choses autrement. Et nous sommes convaincus à Alpha Psy que dans le débat avec cette langue qui nous unit, on peut beaucoup, parce que la langue, le langage est ce qui fait l'humain, et à travers ce langage, l'esprit avance et la réflexion peut se faire. Tout ceci n'aurait pas pu se faire sans bien sûr Alpha Psy, sans l'équipe, sans ceux qui
sont dans le bureau, et surtout sans Paul Lacaze qui a donné tout ce qu'il y a en lui, et même plus que ce qu'il y a en lui, pour faire de Alpha Psi ce qu'elle est devenue. Et donc j'aimerais me joindre à vous tous pour remercier Paul Lacaze pour son engagement, pour ce qu'il fait et son investissement dans le projet Alpha Psi. Et donc sans plus tarder, donc on va l'écouter, on va lui demander de nous parler un petit peu plus d'Alpha Psi. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je te laisse en dire un peu plus, Paul. Merci mon cher Hachem Thial. Oula. Vous m'entendez bien? Secrétaire général actuel d'Alpha Psi. Et tout de suite, immense merci à vous tous d'être là. Comme le disait le directeur de cette bibliothèque nationale, M. Kamel Kahar, ce lieu est hautement symbolique de ce que nous voulions faire aujourd'hui et ces jours-ci, avec Alpha Psi, en effet, mais avec la PEP aussi et surtout. Symbolique parce que c'est un lieu de culture, un creuset de culture au sein de cette Tunisie éternelle que nous aimons et que nous soutenons. Pour être plus précis, Alpha Psi, né officiellement en 2003, constitué dans ses travaux également en 2003, ici même, à Tunis, a toujours connu, donc Alpha Psi a toujours connu des liens très forts, très fraternels, très sincères, avec l'ensemble des psychiatres et travailleurs, en général, du champ de la psychiatrie en Tunisie, qu'ils soient évidemment du service ou du secteur privé et libéral, ou plus exactement, comme on dit ici, de libre pratique, qui paraît être une formule beaucoup plus parlante que libérale, qui renvoie, comme vous le savez, à des notions plus politico-économiques. Donc non seulement avec les psychiatres tunisiens de libre pratique, mais aussi avec les psychiatres du secteur public, hospitalier, universitaire, et tous ceux qui travaillent avec eux. Alpha Psi a donc noué des liens très forts, très fraternels, de grande confiance, et surtout de travail avec tous ses confrères, tous ses collègues de Tunisie. À titre juste anecdotique, mais là aussi c'est hautement symbolique, comme ce lieu que nous avons choisi ce soir en accord avec M. Kahar, que je ne cesse de remercier, n'est-ce pas? Ce qui est important, l'anecdote est la suivante, avec nos amis tunisiens, ça a démarré comme ça. En l'an 2000, il y a donc 15 ans, se trouve que on a fait, je dis on a fait, Hervé Bokobza en l'occurrence faisait partie de cette équipe qui a soutenu et qui a lancé un fameux congrès qu'on a appelé les Rencontres Franco-Psi en Guadeloupe. Certains d'entre vous y étaient, et ça a été un congrès inaugural, on va dire la première rencontre Franco-Psi, absolument extraordinaire, car c'était la première fois que nous mettions en place un travail qui débordait, qui dépassait d'abord le cadre hexagonal de la petite France, on l'avait un peu élargi en allant aux Antilles, en Guadeloupe, précisément pour nous décaler, nous décentrer, et pouvoir y inviter pour la première fois des confrères et professionnels étrangers. Pas seulement, mais plutôt francophones, puisque c'était la première fois tout de même, il fallait y aller doucement, et parmi eux, bien sûr des Marocains comme Hachem Thial, mais aussi des Tunisiens comme Sofiane Zribi en l'occurrence. Celui qui m'a précédé à la tribune est arrivé ce jour-là, ce soir-là, enfin, le premier soir de ces rencontres, comme ce soir, presque, le second en fait.
parce que le premier, nous étions au Conseil général de Guadeloupe, enfin bref. Et il nous apporte un discours sur la nouvelle psychiatrie en Tunisie, un discours plein d'enthousiasme sur les nouvelles technologies appliquées à la psychiatrie. Internet. En l'an 2000, je vous garantis que ça a fait un boom. Il était très en avance sur nous. Mais nous sommes tous regardés et un certain Hervé Bokobza n'a eu de cesse de reprendre ce discours et de l'interpeller. Le lendemain, il lui remettait, Hervé Bokobza, à Sofiane Zribi, une petite lettre qu'il a d'abord lue à la tribune, comme cette tribune, lettre à Sofiane, dans laquelle il lui dit: Sofiane, c'est formidable ce que vous faites en Tunisie. Il faut dire que Sofiane était le premier président de la toute nouvelle Association tunisienne des psychiatres d'exercice privés, en l'an 2000. Sur les statuts, d'ailleurs, en grande partie moulés, ou en tout cas inspirés de l'Association française des psychiatres d'exercice privé. De même que l'AMPEP, l'ami marocain Hachem Tial à côté, qui avait précédé, avait fondé une association de même nature, sur des statuts un peu différents, mais de même nature. Bref, Sofiane Zribi, nouveau président d'une nouvelle association d'exercice privé de la psychiatrie, donc de libre pratique, se voit interpellé par Hervé Bokobza sur le fait que utiliser les nouvelles technologies pour faire de la psychiatrie, oui, soit, bravo, mais à partir de là, et maintenant, où on va? Telle était la question que notre ami Sofiane vient de reposer. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et effectivement, je fais un bond très grand entre l'an 2000 et aujourd'hui, où précisément, nous revenons en force, ici même en Tunisie, où nous avons noué ces liens depuis le premier jour. Nous revenons en force pour poser cette question. Oui, la technologie, oui, le progrès, oui, le savoir, oui, la science en psychiatrie, on en a besoin comme partout ailleurs, c'est vrai. Mais attention, pas à n'importe quel prix, surtout pas le prix du marché. Nous ne sommes pas à vendre. Et avec quel esprit, voire quel cœur. Enfin, si on parle de cœur, c'est toujours un peu délicat, parce que là, on ne sait pas où on va. Disons esprit, pour commencer. C'est-à-dire, au-delà du savoir simple, au-delà des pratiques codifiées qu'on apprend à l'université, enfin, dans sa formation, etc., il y a autre chose. Il y a d'abord ce que l'esprit nous donne en tant qu'expérience, ce que nous apprenons au fur et à mesure de notre avancée dans la vie professionnelle. L'expérience. Et elle est riche, cette expérience, surtout lorsque l'on est, comme nous sommes, pour l'essentiel d'entre nous, de libre pratique. C'est-à-dire confronté directement avec le patient, dans sa singularité et dans son appel, dans sa demande très particulière, très individualisée. Rien à voir, d'un certain point de vue, avec ce qui peut se formuler au sein d'un groupe hospitalier où les choses sont un petit peu plus impersonnalisées. Bref, dans le domaine de cette libre pratique, nous avons une expérience d'une richesse colossale en termes de approche, conduite et interprétation clinique de nos patients. Cette richesse-là, on n'a pas voulu la laisser tomber. Elle fait partie donc de l'esprit qui nous guide
dans la démarche telle que celle d'Al-Fabsi. Al-Fabsi se supporte de ce que nous disposons d'un potentiel, d'un patrimoine d'expérience clinique unique. Et chacun d'entre nous est capable d'en dire beaucoup. Ça peut même se résumer comme une fois l'avait fait notre ami Hachem Thial à New York, il n'y a pas si longtemps que ça, à une formule très jolie qui avait donc séduit l'assistance new-yorkaise. Et il avait dit, moi, quand je suis avec un patient, tu me corriges si je me trompe, je lui ai dit, donnez-moi la main, on va faire un bout de chemin ensemble. Cette formule, c'est bien ça. Cette formule, un petit peu sommaire, presque puérile, paternaliste quelque part, etc., a pourtant et du bon sens et de la valeur. Car au fond, au-delà de l'expérience en question dont je parlais, qu'on pourrait évidemment définir un petit peu plus précisément, mais c'est juste quelques mots ici d'introduction, d'allocution pour vous mettre en appétit. C'est peut-être un peu simpliste, infantile, etc., mais ça en dit long, surtout si on le conjugue à un autre paramètre fondamental, au-delà de l'expérience et au-delà du savoir acquis à la mesure, et c'est la relation, le processus relationnel. À cet égard, nous n'oublions pas, des professionnels du soin du domaine de la santé, psychiatre ou pas psychiatre, médecin ou pas médecin, psychologue ou pas psychologue, travailleur social ou pas travailleur social. À partir du moment où on est en responsabilité par rapport à un patient qui vous confie quelque chose, pour le sortir d'une situation de souffrance dans laquelle il est en train de se perdre, on est dans une relation non seulement singulière, mais hautement complexe et à haute responsabilité. On a un pouvoir sur l'humain qui est fantastique, énorme, considérable, au point que si on fait une erreur, on le paye cher, très cher, et immédiatement. Donc, au-delà de l'expérience, c'est le processus relationnel qui nous guide dans notre pratique est une approche, un élément qui non seulement est important, comme je viens de l'évoquer, mais surtout qui nous détermine dans nos choix d'avenir. À quoi est-ce que je veux arriver en vous disant cela? À ceci que, aujourd'hui, de nos jours, comme à l'époque en l'an 2000 avec Sofiane Zribi et les progrès de la science pour la psychiatrie, nous sommes encore plus envahis par les progrès de la science. Une science qui, dans certains cas, a toute sa valeur et qu'il convient de saluer, mais dans d'autres, qui est carrément abusive. Alors on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est ainsi. Soit. Mais alors, il faut encore davantage développer et accéder à un niveau de performance, on va dire, pour aller vite, dans le domaine de cette relation intersubjective entre sujets, pour éviter de se laisser entraîner et enfermer, dans une pure relation à laquelle, ou du moins à propos de laquelle Sofiane Zribi nous soulignait, pointait très précisément avec la question du temps et de l'instantanéité, combien ça pouvait être réduit à rien du tout, cette relation
satisfaction immédiate, de jouissance à sens unique. Par conséquent, dans le domaine qui nous concerne et par les temps qui courent, la question de la relation intersubjective devient un élément dominant au centre de nos pratiques. À partir de quoi, nous avons développé en 2015 en Tunisie, et en commençant par cette Bibliothèque nationale de Tunisie, développé donc la thématique de l'anthropologie et psychiatrie contemporaine. C'est fondamental de reprendre les choses sous cet angle-là. Si quelqu'un veut bien arrêter son téléphone, ce serait pas mal, à moins que ce soit le mien. Le mien. Bravo. Anthropologie et psychiatrie contemporaine, thématique fondamentale pour que, enfin, nous puissions, ainsi que c'est précisé dans l'argument que vous avez sans doute lu, passer d'une clinique qu'on appellera de l'un ou de l'objet à une clinique de l'autre, c'est-à-dire de prendre en compte la parole de l'autre avant tout et entrer ainsi dans une dimension d'altérité absolument nécessaire. Donc cette thématique-là doit dominer et traverser tout notre congrès. En tout cas, c'est le but de ce congrès, de mettre en valeur. Je vais finir en disant ceci que si la psychiatrie s'en tenait à ça, ce serait bien, mais insuffisant. Je crois qu'il faut aller un peu plus loin et s'ouvrir également à des pratiques qui sont moins courantes et qui ont tendance à nous échapper. Il me semble important de souligner, de mettre en valeur les pratiques, notamment concernant l'accueil de la parole des enfants, donc la pédopsychiatrie, si on veut, ou la psychiatrie des enfants. C'est absolument indispensable. Je crois qu'on ne peut pas penser, exercer et expérimenter en matière de psychiatrie si on n'a pas un minimum, et même je dirais il faut un maximum d'approche de la psychiatrie de l'enfant. On pourra dire pourquoi après, mais ce n'est pas le moment, le temps ce soir. Et puis, une deuxième forme de pratique qui, elle, est encore plus en accord avec ce que représente Alpha Psi, et c'est la raison pour laquelle je terminais là-dessus ce que j'avais à vous dire, c'est la pratique de la psychiatrie transculturelle. Autrement dit, ce qui, sur le plan de la multiculturalité, nous lie et nous apporte. Autrement dit, Alpha Psi, c'est la représentation de ce que la psychiatrie ne peut survivre. C'est pas un attentat. Non. Ce que la psychiatrie ne peut, non pas survivre, mais se développer que si elle accepte d'entrer dans l'accueil, l'écoute et l'accompagnement de l'autre dans sa diversité, dans sa singularité et dans son altérité. Et je vous remercie. Nous entrons philosophiquement dans le vif du sujet avec la conférence plénière inaugurale du professeur Youssef Saddir, le discutant et le professeur Saddir Jetti. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, je sais qu'il y en a, mesdemoiselles ici, bonsoir messieurs. C'est vraiment et sincèrement, ce n'est pas une métaphore, un insigne honneur et une charge difficile. Après les questions qu'a posées mon ami
Dr Soufiane Zribi et les problématiques esquissées par mon ami Paul Lacaze et vos attentes, que je sais grandes par rapport à la modestie de ce que je suis, de ce que je sais, tout ça m'angoisse, pour parler votre langage. M'angoisse, qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous... Je sais que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et surtout, en l'occasion de ce colloque, sur lequel j'escompte beaucoup, et surtout quand j'ai vu la publication dirigée par tous ceux qui sont là et surtout par Dr Jidi sur l'ancien colloque ici même organisé sur pouvoir, savoir et processus démocratique. Donc je suis un peu effrayé, mais le message, ne m'en voulez pas, sera là, sauf qu'il ne sera pas, j'ai honte, qu'il ne sera pas développé académiquement. D'abord, le temps qui nous est imparti, une conférence est à mon avis une demi-heure, sinon elle ennuie. Ensuite, je sais que éminence grise que vous êtes, grise sans doute, mais certainement lumineuse, vous n'avez pas besoin que je vous parle du rapport entre l'anthropologie et la psychanalyse. C'est une cinquantaine d'années, un demi-siècle au moins, depuis les années 50, que ça a été discuté entre un grand comme Lévi-Strauss, un autre grand comme Lacan, et un autre grand, peut-être vous n'y pensez pas, mais moi j'y pense, et c'est un peu au cœur de ma communication, Roman Jakobson, l'inventeur de ce qu'on appelle la phonologie. C'est sur ces trois socles que reposerait un peu ma communication, qui ne sera pas, bien entendu, je ne vous ferai pas cet affront de vous parler d'académisme ou de théorie ou de leçons, mais je vous livrerai une idée, la mienne, parce que nous avons été complices, quelque part, un peu partout, dans les domaines du savoir, dans les colloques, nous avons été complices pour formuler certaines idées. La première, c'est un sentiment qui s'impose à moi quand j'ai vu et j'ai entendu qu'il y a des francophones libanais, qu'il y a des francophones marocains, qu'il y a des francophones tunisiens, bien entendu, et des francophones français, comme il se doit, bien entendu, des Canadiens aussi, et je déplore et je prends sur moi de dire pourquoi je le déplore. L'absence de nos amis francophones, un très grand pays francophone qui s'appelle l'Algérie. Je sais, sinon vous allez me détromper, que nos amis algériens ont, pour utiliser un mot vulgaire ou banal, boycotté ces assises. Et moi je me joins à eux pour les raisons profondes de leur boycott. C'est vrai, nous avons devant nous un scandale énorme et nous n'avons pas dit un mot dans nos présentations, dans nos introductions, dans nos inaugurations pour le dénoncer. C'est ce ciel, cette prison à ciel ouvert de Gaza. Moi je l'assume. Je crois que nous sommes là responsables de ce qui se fait. Oui, il y a des fantasmes religieux chez les uns et les autres. Il y a une discussion sur la question. Netanyahou est aussi fantasmé dans son projet qu'un Hania de Hamas. Mais cela ne justifie pas que l'on emprisonne pendant
une dizaine d'années des gens et on les bombarde à l'occasion, rien que parce qu'ils vivent leur fantasme d'une terre, et peut-être pas un fantasme, pour moi c'est pas un fantasme, c'est un droit. Pour moi personnellement, vous êtes libre de ne pas croire que c'est un droit, moi je crois que c'est un droit à une dignité, à un État, à une souveraineté. Voilà, je ferme la parenthèse parce que ce n'était pas mon sujet, mais quand j'ai su qu'il n'y a pas d'Algériens ici, j'ai tenu à ce que cela soit dit en mon nom personnel. J'entre dans le vif du sujet. Anthropologie et psychiatrie. Je me rappelle qu'il y a 6 ans au moins, avant la révolution tunisienne, un ministre de la Santé m'a convié à introduire un congrès, c'était un congrès maghrébin, pour poser la question qui est médecin. C'était le titre, l'intitulé de mon intervention inaugurale. Et il a bien dit que je ne suis pas dans la spécialité, que je ne suis pas dans la profession, que j'étais un intrus finalement à la profession. C'était un ministre de la Santé à l'époque, que vous connaissez, M. Monder Znaidi, que je salue de cette tribune. Donc, j'ai posé la question, qui est médecin? Qui peuvent se valoir d'être médecin? Et je me suis référé à nos anciens, à nos antiquités. Qui a fondé la médecine? Bien entendu, pour l'Europe, pour l'Occident, ce ne sont pas les hindous ni les chinois, les antiques acupuncteurs, mais l'Occident, Athènes, Hippocrate, comme vous l'exercez tous les jours pour faire le serment de cette éminence, Galien plus tard, et cette civilisation, cette assise civilisationnelle de la Grèce et de la médecine a fait des distinctions qui doivent, à mon avis, vous interroger, vous interpeller même. Ils disent de quelqu'un qu'il confondent un mécanicien, quelque chose, ophtalmologiste, orthopédiste. Et ils disent de quelqu'un dont le savoir est très élevé par rapport aux malades, cardiologue, par exemple. Là, il est dans le logos. L'autre, il est dans ce qui l'unit avec le garagiste. Mais j'ai relevé un autre qui vous concerne plus intimement, une autre dénomination, celle qui finit par âtre. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que le seul point commun entre un gériatre, un pédiatre et un psychiatre, c'est tout simplement qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'a pas sa responsabilité. Sa responsabilité lui appartient. Soit un vieux, qui a en l'occurrence Alzheimer, soit un enfant, soit un fou. Et dans ce cas, je ne sais pas où le fait anthropologique, qui est un fait qui démarre du début, il démarre des origines, il démarre du moment où on balbutiait l'humain, on ne faisait que balbutier l'humain. Comment unir cette distinction, cette classification presque raciste entre les types de médecins, entre les types de ceux qui soulagent. On soulage quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui
détraqué en lui, on est iste. On soulage quelqu'un parce qu'on sait mieux que lui ce qu'il a, on connaît le cœur mieux que lui, les artères, la circulation sanguine, etc. Donc on est cardiologue, par exemple, il y en a plein, endocrinologue, etc. Vous n'avez qu'à allonger la liste. Et on tient 3 personnages. L'enfant, le vieux et le fou. On les tient dans un rapport de flic à délinquant, presque. Il n'a pas de responsabilité, il est en train de casser, il est en train d'être... Il ne sait pas ce qu'il fait, et moi, je suis son médecin. Et là, je crois que la philosophie et l'anthropologie ne peut rien faire pour vous. Si vous continuez, vraiment, elle ne peut rien faire pour vous. Sauf que je me reposerai sur ces 3 socles dont je vous ai parlé au début, à savoir l'anthropologie telle qu'elle a été initiée par des gens qui posent la question de la pensée sauvage, Lévi-Strauss, d'autres qui posent la question du rapport à l'âme. Est-ce que ce rapport à l'âme est un rapport qui m'humanise en m'éloignant du biologique, Lacan donc, et l'autre rapport est le dernier, celui qui m'institue dans la parole. Après tout, on est en train d'oublier, tous les médecins, à mon avis, sont en train d'oublier que tout compte fait, il ne s'agit que de paroles. Qu'est-ce que le malade dit? Parfois, on fait un détour malhonnête, en transformant cette question imperturbablement, subrepticement, en la transformant dans une autre question. Qu'est-ce que le malade nous dit? Et dans ce cas-là, on est libre de prescrire, parce qu'il nous a dit. Mais est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il dit? Et surtout, qu'est-ce qu'il se dit dans le silence de sa maladie? Qu'est-ce qu'il se dit dans le silence de sa maladie pour, une fois devant nous, il arrive à dire? Quelle est cette part de parole qu'on est en train de détruire par les DCC, par les DCM, par la prescription? Quelle est cette parole qu'on est en train d'oublier? Eh bien, pour tous ceux qui opèrent dans l'instance francophone, d'accord, M. Lacaze, mais arabe quand même, de la Mauritanie jusqu'à l'Irak, et qui nous pose aujourd'hui problème. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt un exposé à Tlemcen de mon ami Zribi sur les terroristes qu'il a eu à soigner. Et donc ça nous pose un problème, pas à nous seulement, ceux de la rive sud de la Méditerranée, mais à vous tous, ceux de la rive nord, l'Europe, et surtout à toute la planète. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend de se dire du malade? Là, je ne vous apporte, comme je vous l'ai dit au début, qu'un seul élément sur lequel on peut, et je termine, c'est ça la 3e et dernière partie de mon intervention, qu'est-ce qu'on est en train d'écouter, nous qui parlons français aujourd'hui? Et pourquoi, parlant français, nous ne supposons pas que d'autres parlent autre chose? On peut avoir un malade à Paris ou à Lyon ou à Montpellier, on peut avoir un malade d'origine coréenne, d'origine chinoise, d'origine latino-américaine. Et dans les clés de langage, dans les catégories de langage au sens aristotélicien, ou les chaînes de langage dans le sens kantien, sont forcément différentes.
Et là, je vais vous donner, et surtout donner à vos collègues tunisiens, les miens, arabophones, les miens, quelques exemples. Et je commence par le plus simple, le plus banal du lexique. Vous avez certainement, et tout le temps, des patients qui vous parleront de la clé de quelque chose, n'importe quelle clé, de la porte ou de l'énigme. Eh bien, quand quelqu'un qui parle la francophonie entend le mot-clé, tout de suite, il pense à la clôture, à la clève, à le clavecin, à tout ce qui ferme. Eh bien, pour les Arabes, c'est exactement le contraire. Quand on dit clé en arabe, on pense à tout ce qui ouvre. Comment se comporter devant ce renversement de la catégorie. Je vais vous donner un autre exemple qui vous interpelle beaucoup plus profondément. Quand on parle de responsabilité, quelqu'un qui a abandonné sa femme, ses enfants, et qui en est perturbé, qui en est angoissé, qui en devient votre client, on parle de responsable. Réponse. Responsable, c'est réponse. Il est le lieu de la réponse. En arabe, c'est l'inverse. Il est le lieu de la question. Il est mas'oul, su'al. C'est exactement l'inverse. Autre chose, quand on parle, et j'étais l'élève, je suis très content d'avoir été l'élève d'Emmanuel Levinas, quand j'étais jeune à la Sorbonne, quand on parle de visage, qui est une des matières les plus importantes de votre travail, on pense au paysage, on pense à ce qui est devant nous, à ce qui est en face de nous, à ce qui nous tient et veut nous tenir pour mémoire de lui-même. Le malade, il veut nous amener à être son propre miroir. C'est l'inverse. Quand on parle en arabe de wajh, wajh c'est la direction. C'est mon visage tel que l'autre le voit, tel que celui vers lequel je me dirige le voit. Moi je ne parle pas de visage tel que je le vois, mais tel que l'autre le voit. Et enfin, le mot peut-être le plus dangereux dans le dialecte de tous les jours. Moi j'ai parlé de mots qu'on utilise dans le dialecte normal, hein, pas dans l'arabe littéraire, dans le dialecte de tous les jours. C'est le mot un peu plus savant, évidemment, d'identité. Identité, vous savez que le mot id, idem, le même, vous connaissez, je ne sais pas, vous faire un cours de grec ou de latin, c'est le même. Or, pour l'arabe, c'est exactement l'inverse. C'est tel que l'autre me voit, huwiya. Comment l'autre me voit. Je ne suis rien tant que l'autre ne m'a pas, entre guillemets, pour parler français, identifié. Voilà où il y a cette intersection. Quand le patient vous parle entre l'axe des paradigmes, l'axe des syntagmes, quel lexique il est en train d'utiliser pour vous utiliser et pour faire en sorte qu'il vous dise quelque chose et sur lequel vous travaillez et vous allez à tous les coups vous tromper et ce qu'il dit lui-même. Et dans ce cas-là, un médecin, quand il perçoit ce que dit le malade et non pas ce qu'il lui dit, et c'est là où il réussit. À mon avis, je crois que cela suppose des discussions avec les uns et les autres qui n'en finiront pas. Et je vous salue et surtout, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de m'écouter. Merci beaucoup.
c'est-à-dire que jeudi va revenir sur ce propos philosophico-linguistique de notre ami Youssef Sadiq. Merci Youssef pour ce panorama rapide mais très large que tu as ouvert. C'est vrai que tu nous as parlé de 3 noms, de Freud, de Lacan, de Freud aussi, de Freud, de Lacan et de Jacobson. Hein? Et de Lévi-Strauss, bien sûr, entre les deux. Hein? Freud, parce qu'on je l'ai entendu. J'ai entendu en parler. Hein? Prendre comme un fait scientifique, alors que c'est un fait qui est beaucoup plus d'ordre mythologique, mais on peut avoir besoin d'un mythe à un moment donné pour construire un schéma mental, pour clarifier un schéma mental. Alors que Lacan, quand il a fait l'ouverture à l'anthropologie, c'est à travers l'apport de Lévi-Strauss qui était autre que celui de la classique ethnologie, à la française, à la belge et à aussi que ça, à l'ethnologie primitive, je dirais, et qui nous primitivise, qui nous primitivise systématiquement. Ceux qui étions, je poursuis un peu ce que tu as lancé, ceux qui étions classés dans la catégorie des traditional knowledge par rapport à les gens qui sont dans le modèle de Robinson Crusoe et nous dans le modèle de vendredi, ceux qui sont classés dans la catégorie des West Science. Et c'est vrai, la question se pose pas seulement à partir de l'intersection de ces concepts de base qu'a abordé notre ami Youssef, mais elle se pose aussi par rapport à la question si je fais partie, moi, dans la catégorie actuelle des sciences, des traditionnels knowledge. Alors, en tant que scientifique avec vous, en tant que supposé être scientifique avec vous, qu'est-ce que je fais là? À partir de quelle place j'écoute le malade se dire sa souffrance? À partir de quelle place je peux l'aider dans la relation? Parce que je pense que tout à l'heure on a parlé de relation, mais je pense qu'elle était implicite dans le discours de notre ami Sofiane. La preuve, c'est que si on veut voir comment Sofiane aborde la relation, on n'a qu'à lire l'observation clinique qu'il a publiée dans cet ouvrage, et on verra très bien la place qu'il accorde à la relation médecin-malade dans sa pratique de clinicien et dans sa pratique de thérapeute. Ceci dit, je dis que il est évident que la question se pose, pour poursuivre un peu ce que tu dis, la question se pose, c'est que à partir de quelle place je l'écoute pour l'aider à mettre en œuvre les fonctions, la structuration dynamique de ces fonctions symbolisantes en psychotique, par exemple, et pour mettre en œuvre, à travers ce travail sur des fonctions symbolisantes, pour mettre en œuvre son discours historicisé et historicisant, pour qu'il puisse réhabiter, pour qu'il puisse restructurer son image de corps, réhabiter son corps et réhabiter son histoire. Comment je peux l'aider à réhabiter son histoire et à restructurer son image du corps lorsque moi-même, je suis supposé être programmé par la West Science qui ne m'appartient pas, tant que je n'ai pas intégré la science que j'utilise, que je pratique, dans l'historicité de mon propre savoir. Si elle est collée à mon savoir, effectivement, je trouve que les ethnologues et que les anthropologues superficiels ont raison de me classer dans la knowledge, traditional knowledge. C'est-à-dire que je ne serai capable que d'agir en tant que quelqu'un de programmé pour écouter un malade, mais pas, ça n'est comme le DSM-3 actuel, tous ceux qui utilisent le DSM-3 actuellement, quelqu'un de programmé simplement à écouter le patient, mais pas pour l'aider à réhabiliter son corps et à réhabiliter son histoire, puisque moi-même, le savoir que j'utilise n'est pas un savoir à moi. Pour que je puisse utiliser un savoir à moi, pour que je puisse être thérapeute et aborder la relation comme ça a été défini tout à l'heure par notre ami Paul, il faudrait, comme l'ouverture qui a été faite par notre ami Youssef, il faudrait effectivement que je puisse intégrer ce savoir et le reconstruire, je dirais,
comme Derrida le disait dans une de ses dernières interviews, je dirais qu'il faudrait interroger l'interrogation, comme dit Derrida. Interroger l'interrogation sur, par exemple, l'histoire de la philosophie, l'histoire des catégories de pensée. Est-ce que l'interrogation, est-ce que l'histoire du savoir et de la philosophie des catégories de pensée, est-ce qu'elle se limite à une région géographique? Est-ce qu'elle se limite à une histoire linéaire au sein de cette histoire, de cette région géographique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle se limiterait à l'histoire de Platon à Heidegger, ou bien faut-il interroger l'interrogation pour faire un travail de culture? Un travail de culture à travers ce que Derrida appelait ce travail de déconstruction et de reconstruction, ce travail laborieux de déconstruction et de reconstruction dans cette relation intersubjective avec le patient ou avec le groupe de patients. En tant que thérapeute, à partir du moment où on est dans une position du savoir qu'on assume et non pas d'un savoir programmé en nous. Attention, parce que ceux qui parlent d'un savoir programmé en nous oublient maintenant que dans l'ensemble de la médecine aujourd'hui, y compris dans le Nord, actuellement le savoir médical est en train d'être un savoir programmable et non plus un savoir réfléchi. Et je pense que ce qu'on est en train de dire, il était important. Ce qu'on est en train de dire est important. Il est important actuellement que l'anthropologie et que la psychiatrie contemporaine réfléchissent sur ces catégories de pensée pour sortir de cette notion d'un savoir linéaire, d'un savoir hégémonique. Mais le savoir ne peut pas se placer, se situer dans les sphères du pouvoir. Le savoir doit se placer, doit accepter d'être, comme le définit Merleau-Ponty, d'être un savoir qui est claudique, d'être un savoir qui ne marche pas droit, qui titube, qui est toujours partiel, qui n'a jamais un équilibre stable, mais dont l'équilibre est à construire et n'est sans cesse à construire, et n'est sans cesse à parfaire, n'est sans cesse à perfectionner, mais jamais parfait, jamais complet, jamais en tant que totalité, mais toujours partiel, toujours à construire et à continuer à déconstruire, à reconstruire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne t'ai pas trahi, que c'est ce que je voulais dire aussi. Ah, super. Je voudrais remercier Youssef Sadiq, je voudrais remercier Sadiq Jadid, vous remercie tous pour votre attention. Je voudrais effectivement, Youssef Sadiq a pointé un point qui me semble très très important, qui est l'absence de nos amis, de nos frères algériens à ce colloque. Une absence qui se renouvelle, puisque même dans les francopsies de Montpellier, ils n'étaient pas là. Et c'est vrai que dans une absence, il y a un message. Ce message, à mon sens, n'est pas celui de Raza, parce que le problème de Raza, nous le vivons tous et nous le condamnons tous, et c'est une insulte qui est faite à la raison humaine et à la justice humaine. Et donc, je ne pense pas que ni Al-Fapsi, ni l'ATPET, ni aucune autre association a à voir avec une question d'ordre si général et politique. Donc, donc il faut lever ce quiproquo-là. C'est vrai qu'à un certain moment dans l'histoire au moment de la première guerre de Raza, il y a eu une demande de prise de position de l'Al-Fapsi qui, du fait même des structures internationales, les prises de position sont difficiles à prendre parce qu'il faut que l'information circule d'un endroit à l'autre, il faut que toutes les composantes d'une association se mettent d'accord autour d'un texte, autour de quelque chose. C'est vrai que dans des situations d'urgence, comme ce fut le cas à Raza, ce n'était pas possible de mettre en place un texte dans l'urgence que cela a été fait, mais cela aussi, même c'est humanitaire, mais ça sort aussi des prérogatives d'une association de type scientifique telle que la nôtre. Mais nous condamnons toutes les injustices en tant que psychiatre, toutes les injustices de quelque côté qu'elles se produisent et de quelque façon qu'elles se font. Nous pouvons tolérer l'injustice humaine et l'injustice faite à l'homme de façon générale, et ceci de manière générale, que ce soit à Raza, que ce soit ce qui se passe dans la région des Grands Lacs en Afrique, ou le
le terrorisme qui est en train de détruire des sociétés entières en Afrique et dans le Moyen-Orient ou ailleurs. Mais il faut que nous faisions la part des choses dans une organisation internationale. On ne peut pas être contre sortir des Nations Unies parce que les Nations Unies n'ont pas condamné quelque chose ou n'ont pas fait quelque chose. Nous sommes une organisation internationale et l'ordre international impose qu'on se respecte mutuellement et qu'on respecte les avis des uns et des autres et les positions des uns et des autres. Ça, c'est un premier point. Le second point, pour juste une petite remarque à Paul Lacaze par rapport à l'histoire quand la Guadeloupe a eu lieu, il n'y avait pas encore d'ATPEP, c'est la Guadeloupe qui a permis à l'ATPEP d'exister, mais c'est à la suite des troisièmes francopsies, il y a eu celle des Guadeloupe, celle de Marrakech, et puis celle de Sousse, et à la suite de celle de Sousse qu'on a construit l'ALFAPSI. Donc dans l'histoire, l'ALFAPSI s'est construite en 2003 et la Guadeloupe c'était en 2000. Donc il y a eu quand même un laps de temps de 3 ans qui est quand même important. Voilà, ce sont des petites précisions. J'aimerais beaucoup lui répondre parce que ça me donne l'occasion de reprendre un tout petit peu propos très court que je n'ai pas voulu développer au début. Ce n'est pas simplement une question de lexique. Ce n'est pas une question d'occurrence seulement. J'ai voulu donner ces exemples d'occurrence rien que pour dire, comme vous l'avez si bien dit, qu'il existe des entourages et linguistiques et donc aussi transculturels, culturels. Et maintenant que nous avons une planète où tout le monde est dans tout le monde, on n'a plus le droit d'être des craplins ou des janés ou même des pinèles. On n'a plus le droit d'être en Tunisie un pinèle, c'est fini. Et il faut qu'on soit dans cette transculturalité. Je vais vous donner un exemple qui est de mon vécu de francophone, c'est-à-dire de quelqu'un qui a vécu plus de la moitié de sa vie en France et qui a travaillé, et moins de la moitié de sa vie, donc ça va de soi, en Tunisie. Moi j'ai été analysé par Lacan pendant 2 ans, de fin 68 à fin 69. Et comment ça a été rompu, le rapport analysant-analyste, comment ça a été rompu, à un certain moment, je suis venu lui parler de Hegel et de Kojève, et comment lui, il n'a rien inventé, Kojève, expliquant Hegel, a parlé de la même chose, c'est-à-dire, je ne désire pas quelque chose, mais je désire le désir de l'autre. C'est toute conscience poursuit la mode. J'étais très pétant, j'avais 23, 24 ans à l'époque, et je me mesurais avec quelqu'un comme Jacques Lacan, et j'étais au divan. Il m'a tiré de mon bras, et il m'a amené à son bureau, et il m'a dit, la question est rompue. Qu'est-ce que je lui ai posé comme question? Maintenant qu'il est mort et que je reste encore en vie, je crois que la question, moi je ne savais pas qu'elle était importante. Lui, il devait savoir qu'elle était importante. C'était, rappelez-vous, vous l'avez certainement lu dans son séminaire, les concepts fondamentaux de la psychanalyse, il parlait d'un malade iranien et qui avait le bras paralysé par une espèce de ce que le psychiatre appelle une hystérie de conversion. Et lui, il trouvait des difficultés à expliquer cette paralysie de son bras. Et finalement, il écrit comme ça, il s'est rappelé que les musulmans amputent le voleur de sa main. J'étais très développé contre cette explication que je venais de découvrir. C'est un séminaire ou un travail qui date bien longtemps, de 51, 52, je crois. Mais moi, je l'avais lu à l'époque, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne savais pas lire avant. Quand je l'ai lu, j'étais très développé, alors j'étais en analyse avec lui. Et lui, il a très bien compris, je crois,
il m'a amené à son bureau en me donnant la sanction, la congé d'abord, et en m'expliquant ce que c'est que la lecture d'une analyse. Et on était face à face au bureau. Il m'a donné mon petit truc, il m'a donné à sa secrétaire, c'était Judith d'ailleurs à l'époque, c'était Judith, sa fille. Et il n'a pas compris, je lui ai dit, il n'a pas compris que le surmoi tel qu'il le constitue dans l'analyse occidentale n'a rien à voir avec cette amputation de la main qui n'est pas du tout introjectée, qui n'est pas du tout intériorisée, ni au XIIe siècle, ni au XIe siècle, ni au IXe siècle. Ce que je demande à quelqu'un qui se prétend soigner un immigré, c'est de savoir tout ça. Fût-il Lacan. Merci.